nous enchaînons avec notre deuxième invité, professeur Nafissatou Oumar Touré, qui est le chef de service pneumologie de l'hôpital Fann. Bonsoir, professeur, et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Aram. Merci de m'avoir invité. Vous revenez du boulot, certainement. Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien ces derniers jours? En fait, je suis dans le service de pneumologie qui reçoit des patients qui viennent consulter pour des symptômes respiratoires. C'est le travail que nous faisons. Donc, nous les recevons pour des pathologies qui sont dites respiratoires, qui concernent essentiellement le poumon, donc les voies aériennes et les alvéoles. Et ce sont des patients que nous recevons tous les jours et que nous continuons toujours à recevoir pour leur prise en charge. Est-ce que vous avez beaucoup plus de consultations ces derniers jours? Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a beaucoup moins de consultations que d'habitude. Les gens ont peur de l'hôpital Fann? Peut-être, probablement une peur. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que ça soit ça, mais également le confinement et le fait qu'on ait demandé aux patients, aux personnes, aux Sénégalais de rester à la maison. Mais il y a également une autre explication, c'est que nous faisons également beaucoup de téléconsultations. D'accord. Ça veut dire au téléphone, les patients ont compris que quelquefois il vaut mieux appeler et voir si les choses peuvent être réglées au téléphone ou pas. Et s'agissant du coronavirus, quels sont les risques aujourd'hui pour une personne souffrant d'affections respiratoires? Je pense que ce sont les mêmes risques pour tout le monde, pour tous Sénégalais. Il y a de forts risques de contamination et on sait que les premiers symptômes, c'est surtout, en plus de la fièvre, ce sont les symptômes respiratoires. Et les symptômes respiratoires, ce sont les symptômes le plus souvent qui alertent, que ce soit respiratoire, comme on dit respiratoire haut, qu'au niveau de l'appareil respiratoire bas, c'est-à-dire au niveau ORL, avec le nez qui coule, la gorge qui est prise et qui fait mal, et éventuellement une toux et des difficultés respiratoires. Donc, ces symptômes, nous les avons, et aussi bien pour des patients qui ont le Covid, mais comme pour d'autres patients qui présentent des pathologies respiratoires. Et parmi ces pathologies respiratoires qui sont dites à risque, ce sont surtout les pathologies respiratoires chroniques qui pourraient poser le plus de problèmes. Dans le contexte actuel où l'on se trouve, comment faire la différence? Parce que dernièrement, on n'a plus le droit de tousser ni d'éternuer. Si on a une simple grippe ou autre chose, les gens ont du mal à faire la différenciation. Ça peut être difficile de faire la différence, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des critères. Et parmi ces critères, et je pense que tout récemment, ce matin, le ministère a partagé les différentes directives qu'ils ont données pour voir un peu revoir la définition des cas. Et on a des types de questionnaires, je pense, qui sont plus ou moins étudiés et validés dans chaque hôpital pour voir un peu quelles sont les questions à poser, pour avoir une orientation vers des signes qui font penser à une infection à coronavirus. Maintenant, ce sont ces types de questions qui permettent quelquefois de faire la part des choses entre quelqu'un qui a des signes respiratoires liés au Covid ou bien qui a des signes respiratoires liés à autre chose. Mais ça peut être difficile. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de reconnaître une gêne respiratoire pour une personne lambda, où il faut forcément appeler le professionnel pour qu'on puisse nous indiquer que c'est de ça dont nous souffrons? Il peut être possible de le reconnaître parce que toute personne qui présente des symptômes, c'est ce qu'on appelle être à l'écoute de son corps. Quand on est à l'écoute de son corps, on peut voir des symptômes qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de ressentir. Et dès qu'on voit des choses nouvelles, il est important d'appeler son médecin et d'en discuter. Peut-être que c'est probablement pas un signe en rapport avec le Covid, et le médecin, qui est beaucoup plus averti par rapport à ces signes, pourra peut-être rassurer le patient par rapport à ça. Maintenant, si c'est vraiment des signes qui orientent vers une infection à Covid, le médecin pourra expliquer au patient quelles sont les mesures à prendre. En général, ce qu'il faudrait, c'est ne pas se déplacer vers les hôpitaux, rester chez soi et appeler au niveau des numéros d'alerte et rediscuter avec les médecins ou le personnel médical qui est au niveau de ces numéros d'alerte, qui pourront mieux pousser l'interrogatoire pour voir un peu si c'est en rapport avec un Covid et ainsi éventuellement envoyer une équipe pour faire des prélèvements. Alors, j'ai là avec moi la note qui a été publiée par le ministère, dont vous parliez tout à l'heure. On a ainsi les définitions des cas suspects, cas probables, cas confirmés de Covid-19.
Et cela a été détaillé, un patient atteint d'une maladie respiratoire aiguë pour le point A. Oui. Et entre autres, on a également un patient souffrant d'une maladie respiratoire aiguë ayant été en contact avec un cas confirmé. Le troisième point, le C, un patient atteint d'une infection respiratoire aiguë sévère. Et à côté, il y a également le point D, toute personne décédée dans un tableau de détresse respiratoire sans étiologie, j'espère que j'ai bien prononcé, qui explique pleinement un tableau clinique ayant séjourné dans une zone où sévit l'épidémie au cours des 14 derniers jours. Oui. Oui, mais ça, c'est une note qui n'est pas quelquefois accessible à tout le monde. Est-ce que c'est traduit dans les langues locales où on a fait en sorte que ce message puisse être accessible à toutes les personnes qui ne pourraient pas aujourd'hui pouvoir comprendre le texte en question? Le texte en question, je pense que ce sont des directives. Ce sont des directives qui sont beaucoup plus adressées aux directeurs d'hôpitaux, au personnel de santé. Mais il ne faut pas oublier que les personnes qui sont derrière les numéros d'appel, ce sont des personnes qui sont formées pour pouvoir communiquer avec la population. Et je pense qu'ils communiquent aussi bien en français, en wolof, qu'avec probablement les autres langues qui sont parlées dans notre pays. Et c'est ça qui est le plus important. Et à mon avis, tous les Sénégalais sont plus ou moins avertis par rapport aux signes qu'ils doivent alerter. Et s'ils appellent les numéros d'appel, ils peuvent avoir quelqu'un qui pourrait leur parler dans la langue qu'ils comprendront un peu mieux et ainsi les orienter. Et comment éviter aujourd'hui une infection respiratoire? Dans le cas présent, puisqu'on est toujours dans le en cas train de présent parler du Covid, c'est ce qu'on dit tout le temps dans les télés, dans les messages qui sont passés. Ce sont les gestes barrières. Éviter de sortir, rester le plus possible à la maison. Avoir des gestes barrières quand on sort, avoir la distance de sécurité. Si on a un masque, mettre le masque, parce que comme nous savons, nous avons maintenant des cas qui sont dits des cas communautaires. Donc on ne sait pas qui est qui. Et j'ai écouté tantôt l'émission que vous avez faite avec le professeur Aïda Silla, et je reviens sur ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit est extrêmement important. Il faut avoir ces gestes barrières, il faut avoir ces mesures de sécurité avec tout le monde. Parce que chacun d'entre nous peut être porteur du germe, et si tout le monde prend les précautions qu'il faut, il y a de fortes chances pour que le virus ne soit pas transmis d'une personne à une autre. On a eu des cas graves et on a eu également quelquefois des personnes qui ont eu besoin qu'on leur assiste sur le plan respiratoire. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'on puisse savoir comment évolue la maladie et comment elle peut, disons, affecter les poumons? Oui, absolument. Je reviens sur un point important. Le rôle du poumon, le rôle de l'appareil respiratoire, c'est d'apporter de l'oxygène au niveau du sang pour aller nourrir les autres organes. D'accord. Donc, quand le poumon est atteint, s'il y a une atteinte assez importante, ça peut entraîner des conséquences sur ce rôle du poumon qui permet d'alimenter le corps en oxygène. Donc, c'est pour ça que ce sont les craintes que nous avons dans l'évolution de la maladie. Les premiers signes, ce sont la toux, etc. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres signes tels que les difficultés à respirer. Et parmi les éléments qui permettent de dire que la personne puisse savoir qu'elle a des difficultés pour respirer, ce sont des signes que le patient lui-même peut décrire. Et très souvent, ça démarre par un essoufflement. Un essoufflement à l'effort, et au fur et à mesure, ce sera un essoufflement au moindre effort et parfois même sans effort. Et ça, dès que ces signes apparaissent, ça nous alerte, nous, en tant que personnel médical. Et il y a des examens qui sont particuliers, aussi bien sur le plan clinique que sur des examens au labo, qui permettent de démontrer qu'il y a réellement un problème sur le plan respiratoire et sur le plan essoufflement. Quand ils arrivent chez nous, on les examine. Quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont examinés par les médecins et on mesure. Un des éléments importants, c'est déjà ce qu'on appelle la fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de cycles, parce qu'on sait qu'il y a des normes, et quand ça dépasse ces normes, ça peut alerter. Il y a également un autre élément, c'est la mesure du taux d'oxygène. Il y a de petits appareils qui sont maintenant des appareils bien vulgarisés et qui permettent de mesurer ce taux d'oxygène et ainsi de se faire une surveillance
une surveillance comme du lait sur du feu de tous les patients Covid qui sont hospitalisés, parce que ça fait partie des éléments de surveillance du patient, et ainsi être alerté assez tôt sur des signes qui pourraient entraîner des cas graves. Maintenant, au-delà de tout ça, quand on dépasse tous ces éléments-là, quand on a une baisse de l'oxygène, le patient peut être accompagné avec la prise d'oxygène. Il est branché à l'oxygène et on lui permet d'avoir un apport en oxygène suffisant pour pouvoir être relativement stabilisé. Et c'est seulement quand tout ça est dépassé qu'on arrive à ce qu'on appelle les mesures de réanimation. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui peut accélérer cela? Est-ce que la personne souffre en amont d'autres maladies, ou cela peut arriver à n'importe quel type de personne souffrant de la maladie? Ça peut arriver à n'importe quel patient, mais il faut savoir qu'il y a des patients qui sont plus fragiles que d'autres. Parmi les patients qui sont plus fragiles, ce sont les patients qui ont des maladies chroniques. Et parmi ces maladies chroniques, nous avons les affections respiratoires chroniques, le patient asthmatique qui n'a pas équilibré son asthme, le patient qui présente ce qu'on appelle un emphysème, une bronchopneumopathie chronique obstructive et qui n'est pas équilibré non plus, le patient qui présente une cardiopathie, un patient qui est diabétique, un patient qui est obèse. C'est une partie des facteurs de risque, de gravité, de survenue de la gravité de la maladie, qui ont été recensés et qui ont été publiés par les autres pays qui ont déjà eu beaucoup de cas. Et ce sont ces personnes qui sont à risque, qui font beaucoup plus des signes, qui ont beaucoup plus des signes de gravité, de même que les sujets âgés. Et on sait que les sujets âgés sont beaucoup plus fragiles. Vous disiez tout à l'heure qu'avec les cas communautaires, on devrait plus se protéger et tout. Mais si ça devait continuer à augmenter, on ne le souhaite pas, quels seraient aujourd'hui les risques pour les personnes qui vont souffrir de ces maladies? Quand on dit cas communautaire, on ne sait pas qui a contaminé la personne. Oui. Et quand on dit on ne sait pas qui a contaminé la personne, ça veut dire qu'il y a probablement d'autres cas qui sont dans la communauté. Et quand il y a des cas dans la communauté qui ne sont pas connus, le risque, c'est qu'on ait beaucoup plus de cas. Et plus on a de cas, plus les hôpitaux peuvent être débordés dans le cadre de la prise en charge. Et quand ils sont débordés, ça rend les choses plus compliquées. Ça les rend beaucoup plus compliquées. Et donc, s'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes et qui ne le savent pas, ils peuvent être en contact avec d'autres personnes qui sont fragiles. Et quand ça touche les personnes fragiles, ça pose encore plus de problèmes parce que ce sont, comme je vous l'ai dit, des personnes à risque de faire une situation plus grave que les symptômes qu'on décrit habituellement. Et si on prend l'hôpital Fann, est-ce qu'on a de combien de respirateurs dispose-t-on sur place, pouvant aujourd'hui permettre de pouvoir venir en aide à des malades qui sont dans des cas... Il y a des respirateurs. Je pense que pour cette question, c'est plus les réanimateurs qui pourront répondre à cette question, parce que dès qu'on arrive à une notion d'utilisation des respirateurs, ça veut dire que le patient est dans un état grave et ce sont les réanimateurs qui prennent ça en charge. Maintenant, à un niveau plus simple et moins compliqué, pour les médecins non réanimateurs, c'est plus l'utilisation de l'oxygène qui permet d'aider, évidemment avec le traitement et puis la prise en charge de tous les symptômes qui permettent d'aider les patients. Mais pour ce qui est de la prise en charge, de combien de cas critiques pourrait-on prendre en charge au niveau de cet hôpital? Je viens de vous le dire, je pense que c'est l'hôpital Fann. Au niveau de l'hôpital Fann, c'est au niveau du service de réanimation. Je pense qu'il y a des lits, au moins une dizaine de lits qui sont disponibles et qui sont en train d'être équipés. Je pense qu'il y a déjà des équipements qui sont sur place. Je suis dans l'impossibilité pour le moment de vous dire le nombre de respirateurs qu'il y a au niveau de l'hôpital, mais je sais que les réanimateurs se sont regroupés, quel que soit l'hôpital où ils se sont regroupés pour faire le point par rapport à la disponibilité de ces respirateurs et comment mutualiser leurs efforts dans le cadre de la prise en charge des cas. Et pour l'équipement de protection, est-ce qu'on en a suffisamment? Équipement de protection, je pense que pour le moment, on a les équipements de protection. Ils sont là, on arrive à les utiliser. Quand on reçoit les patients, les médecins ou les infirmiers qui sont au niveau des services d'accueil et d'urgence portent leurs équipements de protection. Les médecins et les infirmiers qui entrent dans les zones d'hospitalisation, quand ils y entrent, ils ont leurs équipements de protection. Je pense qu'il y en a,
Mais si on en a encore plus, c'est encore mieux. Parce qu'on ne sait pas combien de cas on va avoir. Dans un discours très politique, vous voulez plus rassurer la population plutôt que... Je n'ai pas un discours politique, je dis les choses telles qu'elles sont parce que je dis la réalité. Il y a des équipements de protection. Aucun patient Covid positif n'est visité par un médecin ou un infirmier sans équipement de protection. Ça, il faut déjà qu'on le sache parce que, quoi qu'on dise, le personnel médical doit être protégé parce qu'il ne faut pas que nous attrapions la maladie. Si le personnel médical est malade, ça va être un peu plus compliqué pour la prise en charge des patients. Mais aucun patient Covid positif, hospitalisé, que ce soit à Fann ou ailleurs, n'est vu dans le cadre de la visite médicale quotidienne sans que le personnel ne soit équipé. Maintenant, évidemment, ce sont des équipements qui sont utilisés. Quand on les utilise, évidemment, à un certain moment, ça peut diminuer, mais il faut que ce soit renouvelé de façon régulière. Y a-t-il eu des membres du personnel qui ont été contaminés ou touchés par le virus à l'heure actuelle? À ma connaissance, non. Je n'en connais pas qui ont été diagnostiqués positifs. Je pense qu'ils en ont parlé pour Thiès. À Dakar, je n'en ai pas entendu parler. Mais les précautions sont prises. Et je pense que c'est vraiment quelque chose pour lesquels les gens font extrêmement attention dans le cadre de l'accueil et de la prise en charge des patients pour protéger le personnel médical et paramédical. S'agissant du traitement, pour l'utilisation de la chloroquine, par exemple, est-ce qu'on peut considérer ce traitement, ou plutôt la chloroquine, comme un médicament miracle? Médicament miracle, c'est un médicament qui est connu déjà et qui a été utilisé plusieurs fois pour d'autres pathologies. Tout ce qu'on peut dire, c'est actuellement, certes, c'est utilisé, et comme l'a dit le professeur Seydi, c'est un constat. On ne peut pas dire sur le plan scientifique, nous allons dire c'est clair que ça marche. Le constat qu'on a remarqué, c'est que les patients... de plus en plus, chaque jour, quand on fait le point, on a des cas guéris. Absolument. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc, tant que nous constatons, je pense que tant qu'ils constateront que les cas guéris augmentent et que la durée d'hospitalisation diminue, ils sont actuellement dans un cadre d'études cliniques qui utilisent ces médicaments. Et c'est un constat. Ils ne peuvent pas, avec les chiffres qu'ils ont actuellement, dire que sur le plan scientifique, voilà, nous sommes sûrs que c'est quelque chose qui marche, parce qu'il y a des critères pour parler d'une étude qui a marché et qui est positive. Là, c'est un constat et c'est la réponse qu'il a eu à donner. Très bien. J'en reviens toujours au cas grave parce qu'on a eu un décès avec plutôt au début l'ancien président de l'OM, Pape Diouf. Il y a à côté une autre dame qu'on a dit qu'elle a perdu la vie. Pour Pape Diouf, on nous avait parlé d'une éventuelle évacuation. Aujourd'hui, on a un autre patient qui est évacué. Là, j'ai envie de vous demander, sommes-nous en mesure de prendre en charge les cas graves comme il le faut au niveau du Sénégal? En tout cas, dans le cadre de l'engagement du personnel. Je pense que le personnel est engagé pour recevoir ses patients. Aram, je pense que si ce n'est que cet engagement-là, nous sommes prêts à prendre en charge les patients. Maintenant, on espère que le matériel sera disponible. Et moi, je pense que le souhait réellement que nous avons, c'est qu'il n'y ait plus de cas graves ou qu'il y en ait le moins possible. Parce que qui dit cas grave dit toujours prise en charge difficile et résultat pas toujours évident. La mesure actuelle qui est appliquée, le couvre-feu, selon vous, cela peut permettre aujourd'hui de diminuer la propagation de la maladie? C'est un bon élément. Je pense que c'est toujours un bon élément. C'est vrai que c'est de 8h au matin, de 8h du soir jusqu'au matin. Ça diminue au moins la circulation des personnes. Et nous savons très bien que nos marchés fonctionnent souvent super tard, de façon très tard, jusqu'à 23h, 22h, 23h. Et dès qu'on a un regroupement, ça peut poser problème. Donc, si ces mesures, je pense, permettent de diminuer quand même ces systèmes de regroupement et ainsi diminuer le risque de transmission du germe. Mais on pourrait faire plus. Je pense que si les mesures le demandent, je pense qu'ils prendront plus de mesures par rapport à ça. Parce que plus on prendra ces mesures, et les mesures, à mon avis, doivent être d'abord individuelles. Il faut que chaque Sénégalais soit conscient
que le fait de sortir, le fait de ne pas respecter les directives qui ont été données, augmente le risque d'attraper la maladie et ainsi de la propager. Oui. Voilà. Et pour les asthmatiques, Oui. alors, est-ce que ces personnes sont plus exposées ou c'est au même titre que toute autre personne qui pourrait aujourd'hui contracter la maladie? Y a-t-il des mesures spécifiques que vous pourrez aujourd'hui préconiser à l'endroit de ces personnes pour qu'elles puissent se protéger ou se prémunir? Oui, pour les asthmatiques, la particularité, c'est surtout les asthmatiques pour lesquels la maladie n'est pas contrôlée, le asthme n'est pas contrôlé. Et ça, en dehors de Covid, on le dit toujours, l'objectif est que l'asthmatique puisse contrôler sa maladie, parce que quand elle contrôle sa maladie, elle a une qualité de vie exactement la même qu'une personne non asthmatique. Donc, l'information que nous donnons à nos patients asthmatiques, c'est qu'ils doivent continuer à suivre leur traitement. Et c'est le traitement, la base du traitement, c'est le traitement de fond. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des corticoïdes. Et la base du traitement de fond des patients asthmatiques, ce sont ce qu'on appelle les corticoïdes inhalés. D'accord. Et les recommandations de toutes les sociétés savantes de pneumologie, c'est que ces corticoïdes inhalés ne doivent pas être arrêtés. Il faut qu'on les continue parce que le patient qui n'est pas contrôlé, s'il attrape une infection respiratoire, il peut, au lieu de mourir de son infection, mourir du déséquilibre de son asthme. Et c'est ça qu'il faut absolument que nous évitions. Donc, tout patient asthmatique doit suivre son traitement correctement pour avoir un bon contrôle de sa maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous faire une prévision pour ce qui est de l'évolution de la maladie? Pensez-vous qu'on peut atteindre encore beaucoup plus de cas ou à l'heure actuelle, avec ce que vous voyez, vous avez l'impression qu'on va vers une chute de la propagation? Une chute de la propagation, je ne peux pas encore dire ça, parce que c'est qui, comme je vous l'ai dit, les cas, dès qu'on a des cas communautaires, ça inquiète le monde médical, parce que ce sont ces cas communautaires qu'on ne peut pas vraiment gérer derrière. Donc, tant qu'on ne prendra pas les mesures et tant qu'il y aura des cas communautaires, je pense qu'il faut, ça continue à être inquiétant et ça peut augmenter. Merci beaucoup, professeur Merci beaucoup. Oumar Touré, le chef du service de pneumologie à l'hôpital Fann. Merci également à vous qui nous suivez. Un peu plus tard, retrouvez Papa Abdoulaye Der et son équipe dans Jakaarlo bi. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah, à la même heure. Excellent week-end en compagnie de nos